plusieurs milliers d'actes antisémites depuis l'an 2000, peut-être une 15 000, plus ou moins graves évidemment, puisque vous connaissez, après les meurtres, les attentats de Copernic, rue des Rosiers, même de Munich, évidemment, un assassinat qui était au début de l'intifada, celui du jeune Sébastien Selam. Comment passe-t-on de l'antisémitisme à l'antisionisme? Et est-ce que dans la société française, on comprend ce déplacement-là? Merci beaucoup. Je pensais commencer en évoquant quelques traits du paysage originel de la situation qui nous réunit dans ce colloque, et par la même occasion rappeler dans quelles circonstances j'ai rencontré le commissaire Gozlan, Sami Gozlan. C'était à l'automne 2000, à l'époque de la deuxième intifada, qui donnait lieu à une vague d'attentats meurtriers en Israël. La communauté juive française connaissait alors une vague d'agressions dans un silence quasi général des autorités et de la presse. Le bruit des incidents nous parvenait de toutes parts, mais aucune parole publique à ce propos, au point que certains doutaient de la réalité de ces événements. Nous étions un groupe d'intellectuels qui pensions alors qu'il y avait un défaut de communication et nous avons créé, avec le soutien d'un mécène éclairé, l'Observatoire du monde juif, qui se donna pour vocation de porter à la connaissance du grand public et avant tout de la représentation nationale ce qui se tramait dans les rues. Et c'est là où ma rencontre avec Sami se produisit. C'est lui qui me révéla l'existence de la liste détaillée des agressions tenues par les institutions de la communauté. Et le premier bulletin de l'Observatoire du monde juif publia dans son intégralité cette liste. C'était le début de l'édition d'un bulletin qui connaîtra 12 livraisons jusqu'en 2004. Notre publication fut envoyée avant tout aux parlementaires et aux hommes politiques, appelés en quelque sorte à l'aide de façon dramatique. Il y eut au début peu de réponses. Les médias ne nous invitèrent pas dans leur salle de rédaction. On nous qualifia de racistes. Effectivement, les victimes identifiaient en effet, d'après leur aspect, les agresseurs. Mais quelques mois plus tard, SOS Racisme publiait la liste, expurgée cette fois-ci, des mentions identitaires des agresseurs. Toutes les rédactions les recevèrent, à notre grande stupéfaction. Nous apprîmes plus tard que le silence de plomb qui était tombé sur les quelques 500 agressions commises contre les Juifs de France avait été en fait décidé au sommet par le gouvernement. Et c'est ce que confirma l'ancien ministre de l'Intérieur, Daniel Vaillant, qui avait décidé un blackout total sur la vague d'agression, je cite, « pour ne pas jeter de l'huile sur le feu ». C'était une erreur politique, car ce blackout pouvait se décliner en déni de la réalité et même pousser à ne pas nommer les choses par leur nom dans tout ce qui touche à cette affaire, et c'est ce qui continue d'une certaine façon jusqu'à ce jour. La plainte des victimes resta inaudible. L'hypothèse qui présida à cette politique avait surtout quelque chose d'inquiétant. Taire l'information sur les agressions antisémites pour préserver la paix publique, comme l'avoua le ministre, revenait à sacrifier la citoyenneté des Juifs et leur droit à la sécurité. Et cela raviva d'anciens traumatismes d'abandon des Juifs par l'État. Faut-il y voir un rapport d'ailleurs avec le départ quelques années plus tard de quelques dizaines de milliers de Juifs pour Israël ou les Amériques, ou la migration de populations juives vers des régions ou des quartiers moins dangereux que ceux dans lesquels elles vivaient. Dans cette scène originelle, en fait, nous avons tous les éléments qui caractérisent ce que l'on a appelé le nouvel antisémitisme, contre lequel s'est heurtée tout au long des années 2000 la quête de sécurité pour la communauté juive. On a parlé d'antisionisme. Il faut étudier ce phénomène et le discours qui le constitue. Le discours qui motive cet état de fait. Il n'est en apparence pas énoncé formellement contre les Juifs, mais les Israéliens. Et il se présente non comme relevant d'un préjugé, mais d'une opinion politique légitime portée sur la réalité, au nom d'une population de référence, les Palestiniens. C'est donc indirectement que l'antisionisme s'attaque aux Juifs, comme on a pu le voir avec l'attentat de Mohamed Merah, qui nous disait qu'il tuait des enfants juifs de l'école de Toulouse pour venger les enfants de Gaza. Ou alors, le mot malheureux d'Hubert Védrine, à cette époque, qui nous dit qu'il comprenait comment les jeunes des banlieues réagissaient comme ça à la vue de ce que faisait Israël aux Palestiniens. Bon.
Il y a ainsi un continuum qui va de la deuxième intifada à la vague d'agressions antisémites des années 2000. Les Juifs français ne sont pas des Israéliens, les musulmans français ne sont pas des Palestiniens, la France n'est pas concernée sur le plan intérieur par ce conflit. Ces quelques éléments montrent le côté massifiant de l'antisionisme, qui se déplace d'un site externe, Israël, à un site interne, la France, de sorte qu'il ne s'agit pas, selon l'expression connue, d'un conflit importé, mais d'un conflit aussi intra-français, ce qui l'apparente à une sorte de guerre de religion, à une guerre ethnique ou en tout cas à des phases très violentes. On peut le constater dans l'activisme qu'il génère. L'acte terroriste palestinien qui frappe indistinctement les Juifs est vécu comme un sacrifice religieux qui assure au martyr, par sa mort et la mort de sa victime, l'obtention du salut. Ainsi comprend-on pourquoi tout meurtre terroriste aujourd'hui est célébré dans les villes palestiniennes par des réjouissances collectives, distribution de bonbons, de gâteaux, pétards, etc. Toutes ces caractéristiques nous montrent qu'on doit considérer le discours idéologique antisioniste qui accompagne cet état de fait, non pas comme une opinion erronée et partisane qu'il faudrait contredire par une démonstration historique et politique, ce que, en l'occurrence, nous avons fait amplement pendant des années, mais comme un prétexte à l'auto-justification à des agressions à destination de l'opinion occidentale, en l'occurrence française. Ce discours s'entend en France, même s'il fait référence à l'extérieur de la France. Il bénéficie de relais français. Il trouve en France, dans l'opinion générale, une écoute. Je pense à beaucoup de médias français, à l'AFP, au soutien parfois de résolutions problématiques à l'ONU par le ministère des Affaires étrangères. Autant de lieux qui pactisent avec le discours antisioniste et lui reconnaissent un fond de vérité. Les passages à l'acte en France s'appuient sur cette atmosphère compréhensive qui conduit les médias à accuser systématiquement la responsabilité de principe d'Israël sans considération de la réalité historique et politique. Et donc, par ricochet, les Juifs victimes d'agressions sont quelque peu toujours coupables. Nous avons derrière nous plusieurs années de démonstration par des faits historiques patents de la dimension manipulatoire de la thèse palestinienne. Elle relève de l'ordre des croyances idéologiques et non pas d'un jugement scientifique. Et donc il faut la considérer de cette façon-là. Je ne fais pas référence à son passé, le passage de l'OLP par le KGB de Ceausescu, qui en 1964 décida de construire l'Organisation de libération palestine en mouvement nationaliste, s'opposant en quelque sorte au nationalisme israélien, ce qui n'était pas le cas auparavant. Mais je dirais que j'insisterai surtout sur ce qu'on appelle, dans un français compliqué, la victimitude palestinienne. Parce qu'elle est devenue le symbole de toute condition oppressive mettant en question l'Occident. Les milieux de la gauche postmoderniste, les milieux intellectuels et académiques diffusent couramment cette idée. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'ai vu dans une manif sur la place de la République à propos des retraites, le drapeau palestinien qui est hissé. Je l'avais vu aussi déjà dans une manifestation pour les handicapés. Qu'a faire le drapeau palestinien? Il faut le comprendre, c'est un phénomène sociologique, même s'il est délirant, mais qui doit être compris de cette façon-là. Et pour comprendre ça, on peut s'aider d'une idée très importante du postmodernisme, ce que le postmodernisme appelle l'intersectionnalité. C'est-à-dire qu'il y a une fédération des souffrances et des conditions de victimes par-delà les frontières et par-delà les statuts, etc. Donc, par exemple, le drapeau palestinien peut incarner les femmes battues. Il peut demander l'aide aux handicapés, etc. Parce qu'il y a justement une communication qui est... C'est ça l'extrême danger. Une universalisation de l'hostilité envers les Juifs, en dehors de tout contexte, de toute raison et de toute explication, simplement parce qu'il y a cette fédération dans la rue de toutes les souffrances, de toutes les on pourrait dire,
les conditions de victime. De ce point de vue-là, je dirais de la victimitude palestinienne, il faut signaler qu'elle épouse la supposée victimitude juive, à savoir la mémoire de la Shoah. C'est qu'en effet, la cause palestinienne a besoin de l'existence d'Israël, non seulement pour exister en tant que nation distincte du reste du monde arabe, alors que l'histoire n'a jamais connu d'entité palestinienne, et pour se promouvoir comme entité absolue, ce qu'elle n'est pas à la lumière de l'histoire. C'est ce que le discours de la victimitude est censé promouvoir, aux dépens donc du peuple juif, de sa condition collective. Ainsi, la charte de l'OLP récuse-t-elle aux Juifs le statut de peuple, mais uniquement de religion soumise à la charia. Je voudrais, pour terminer, esquisser une déconstruction, chacun son tour, n'est-ce pas? Comme on fait la déconstruction d'Israël, eh bien on peut faire la déconstruction de la Palestine, du système symbolique que met en place cette victimitude. Le premier mouvement de cette opération symbolique acquiesce à la mémoire de la Shoah. C'est le minimum que requiert l'opinion occidentale. Au moins faire chorus avec la condition de victime des Juifs victimes de la Shoah. Mais elle acquiesce à cette mémoire pour aussitôt récuser l'idée que si les Juifs ont subi la Shoah, il n'y a aucune raison qu'ils occupent la terre de la nation palestinienne, car cette nation est innocente, ce qui rend l'Occident doublement coupable, non seulement comme perpétrateur de la Shoah, mais responsable du malheur palestinien. Et donc il faut comprendre ce jeu de clair-obscur, ce jeu de miroir qui en même temps culpabilise la conscience occidentale sur ce plan-là. C'est ce qui fait que c'est dans son essence que l'existence d'un peuple juif israélien est mauvaise et coupable. L'antisionisme, c'est la thèse qui va le combattre au nom du vrai peuple du lieu, la Palestine. Pour mettre en œuvre cette opération symbolique, la Shoah va être reconstruite en Nakba, qui est d'ailleurs la traduction arabe de Shoah, la catastrophe. Cette reconstruction sera chargée de mettre en œuvre l'opération de substitution de la Palestine à Israël à travers le drame palestinien des réfugiés, sur lequel il y aurait beaucoup à dire, et l'apartheid supposé, dont seraient l'objet les Palestiniens restés sur le territoire. Or, qu'est-ce que la Nakba, objectivement parlant? C'est la transformation de l'échec d'une guerre d'extermination d'Israël, perpétrée par les armées de 5 pays arabes, au lendemain de la création de l'État d'Israël, en Shoah des Palestiniens chassés de leurs terres, voués à l'exclusion raciste. Dans le même mouvement historique, plus d'une dizaine d'États arabes chassaient 900 000 juifs locaux, dont 600 000 trouvaient refuge en Israël, dont ils devinrent très vite la population majoritaire. Ce qui fait qu'il y a eu un échange de population, comme ce fut le cas après la Deuxième Guerre mondiale pour beaucoup de terrains. Voilà, l'objectif de l'opération symbolique que j'ai tenté de déconstruire frappe d'une pierre trois coups. Au nom de la moralité, elle délégitime et délégalise Israël sur le plan international, avant de lui asséner un coup fatal, puisque ce sera juste de le détruire. Il légitime la Palestine et l'assure de son triomphe sur le plan identitaire, puisqu'en fait, le Palestinien devient la victime absolue, universelle, si l'on peut dire. Et c'est précisément cette autorisation que va chercher l'OLP au tribunal de La Haye, puisqu'en fait, il y a une judiciarisation de cette situation sur le plan international. Sur le plan national, la motion de loi posée par le LFI auprès du Parlement français demandant à ce que l'apartheid israélien soit inscrit dans la loi, qui est complètement aberrant sur le plan de la logique, mais qui a un sens profond sur le plan idéologique. Et donc, c'est ça qui est important à comprendre. Donc, en fait, si vous voulez, l'antisionisme n'est pas seulement un prétexte pour cacher toutes sortes de choses, il est une idéologie en soi. Donc, il faut le prendre au sérieux, la façon dont il se construit, pour le combattre plus aisément. Merci, Shmuel Trigano. Merci beaucoup. Tout de suite donner la parole à Shimon Samuel, ce fameux centre Simon Wiesenthal, avec lequel le BNVCA a longtemps travaillé, je crois travaille toujours,
Shimon Samuel, ça fait plaisir de vous retrouver ici en France, même s'il faut parler de sujets évidemment difficiles. Je vous passe la parole. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Je suis né en Angleterre, une semaine après la victoire des Alliés en Europe. J'ai ainsi grandi dans le respect de l'eau. Seuls les 3 kilomètres de la Manche nous auront sauvés, nous les 303 000 Juifs britanniques de l'Holocauste. Aujourd'hui, la puissance de l'eau, Atlantique ou Pacifique, ne nous protège plus. On peut le voir avec la montée de l'antisémitisme partout dans le monde, propagée avec réseaux sociaux. C'est à Paris que j'ai ouvert mon bureau européen en 1980. Pourquoi la France ? Parce que la France a les plus grandes communautés juives et musulmanes d'Europe. Le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte avec le poing serré contre la haine et le bras tendu vers les amis. En 1980, j'avais rendu visite à une journaliste qui habitait à l'angle de la rue Lauriston et la rue Copernic. Elle avait une invitée qui venait d'avoir d'Israël, Alisa. Alisa avait demandé à son hôtesse si elle avait besoin de quelque chose pour le dîner. Tamar avait répondu quelques dates que tu trouveras dans la boutique en face de la synagogue. Shimon te montrera le chemin. Alisa a tourné dans la rue Copernic et moi j'ai continué tout droit. J'ai senti l'onde de choc de la bombe où elle a trouvé la mort. Le lendemain matin, le premier ministre Raymond Barre annonçait cet attentat odieux qui voulait frapper les Juifs, qui a frappé 4 Français innocents. Copernic a lancé une série de 73 attentats contre les Juifs en Europe occidentale, dont 29 en France, au cours des 2 années suivantes. En août 1982, ces attentats ont cessé. Pourquoi ? Parce qu'Israël avait envahi le sud du Liban pour mettre fin à une vague de terreur. Les Européens qui s'entraînaient dans les camps du Front populaire de la libération de la Palestine sont retournés chez eux. Ils avaient besoin d'argent. Ils ont oublié les Juifs et ont attaqué des banques et des ambassades. Comme l'aurait dit Simon Wiesenthal, ce qui commence avec les Juifs ne finit jamais avec eux. Hassan Diab, un professeur de sociologie à l'université Carleton, avait été reconnu comme suspect de l'attentat de Copernic. Il était menacé d'extradition pour être jugé en France. Après 2 ans de détention en France, il a profité d'une occasion pour s'enfuir au Canada, alors qu'un appel contre lui était en instance. De retour à Ottawa avec sa famille, il était devenu un héros pour la cause palestinienne et les familles des victimes de Copernic avaient perdu tout espoir de faire leur deuil. La première vague de terreur a été importée du Moyen-Orient. La deuxième vague était une transplantation en Europe de la deuxième intifada, qui avait commencé en 2000. Elle était organisée par de jeunes musulmans radicalisés qui étaient nés en Europe. Ils jouaient au jeu des Palestiniens contre les Israéliens et s'en prenaient à leurs voisins juifs. Ils vivaient côte à côte dans les banlieues rouges des grandes villes en France. La troisième vague était fomentée par des loups solitaires djihadistes
Avec le millénaire, la Conférence mondiale des Nations Unies contre le racisme à Durban, et j'étais là à Durban, a apporté un mariage de l'extrême gauche avec l'islam djihadiste, axé sur l'expansion de la judéophobie. La violence augmentait partout dans le monde à cause de la guerre terroriste contre l'Occident. En France, il y a eu l'attentat de Charlie Hebdo et de Hypercacher. Les écoles, les synagogues et les institutions juives ont dû être protégées par l'armée. À cette époque, j'avais été reçu par le ministre de l'Intérieur de France qui m'avait assuré que des milliers de policiers en civil avaient également été détachés. Je lui avais suggéré que le jour où on supprimerait la surveillance militaire, il devrait déclarer que des hommes en civil les remplaceraient pour dissuader d'éventuels terroristes. Mais les soldats sont partis et le ministre n'a rien fait. Au fil de temps, une nouvelle forme de néonazisme est également apparue. Il s'est infiltré dans les réseaux sociaux et y a recruté de nouveaux partisans. Avec la pandémie, la théorie de complot selon laquelle des Juifs ont créé le coronavirus pour s'enrichir en vendant des antidotes a aussi fait son apparition. L'accusation de meurtre rituel médiéval a ainsi ressurgi. Pour beaucoup, Israël était un mot codé pour désigner les Juifs. Et pour finir, nous luttons maintenant contre un processus unique en son genre. L'usurpation d'identité du patrimoine juif, en anglais ID theft. La Palestine ne peut exister que par validation des Juifs. Il faut pour cela l'intention génocidaire d'éroder l'État juif du temps et de l'espace. Et dans ce but, l'histoire juive est déformée et les sites juifs antiques sont revendiqués comme les leurs. Malheureusement, je crois que le Pessah de cette année, ça sera un Yad Chazaka, le poing serré. Merci. Merci. Merci Shimon Samuels. Je vais tout de suite passer la parole à Maître Marc Ben-Simon. Et vous avez travaillé vous aussi sur ces questions d'antisémitisme et d'aller porter le fer dans les tribunaux contre tous ces phénomènes, mais plus spécifiquement sur les questions d'antisionisme. Comment on arrive à finalement à faire comprendre à une cour de justice qu'être antisioniste, c'est être un raciste anti-juif. En qualité d'avocat, je voudrais dire que le combat est encore plus périlleux qu'avant. Encore plus périlleux qu'avant parce que, sur le plan de l'antisémitisme, systématiquement, devant les juges, nous nous battons déjà pour que cette circonstance aggravante soit acceptée comme telle par les juges. Je peux vous assurer que c'est un débat de longue haleine, que les procédures sont périlleuses, que bien souvent les juges d'instruction ne nous suivent pas, non pas parce qu'ils sont antisémites, non pas parce qu'ils sont stupides, je ne sais pas, mais en tout cas, techniquement, nous sommes souvent en difficulté. Maintenant apparaît cette notion d'antisionisme. Qu'est-ce que l'antisionisme? Est-ce de l'antisémitisme? Un débat constant d'ordre pédagogique nous impose vis-à-vis des juges pour leur faire comprendre que cet antisionisme est en fait de l'antisémitisme. L'affaire Mera est certainement la première affaire qui porte sur l'antisionisme, puisque cet assassin a su dire qu'il tuait une petite gamine de 3 ans qu'il tirait par les cheveux et il lui a tiré une balle dans la tête parce qu'elle était juive,
car les Juifs, les Israéliens, tuent les petits Palestiniens. Avant d'aborder l'aspect purement juridique et judiciaire, voyons quand même la démarche politique en France. Et là, je dirais que le monde politique a pris conscience de cet anti-sionisme, puisqu'il y a d'abord eu, à travers l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, une définition qui a été donnée de l'antisionisme en 2016, qui intègre notamment l'antisémitisme peut se manifester par des attaques à l'encontre de l'État d'Israël lorsqu'il est perçu comme une collectivité juive. Et à titre d'exemple de cette définition, il est évoqué le reproche fait au peuple juif ou à l'État d'Israël d'avoir inventé ou d'exagérer l'Holocauste, le reproche fait aux citoyens juifs de servir davantage Israël, où les priorités supposées des Juifs à l'échelle mondiale que les intérêts de leur propre pays. Et le dernier exemple qui est repris dans cette définition, qui est importante, c'est pourquoi je me permets de vous la livrer, l'idée selon laquelle les Juifs seraient collectivement responsables des actions de l'État d'Israël. Cette alliance internationale a beaucoup œuvré et a formé cette définition. Cette définition est importante politiquement parce que elle a été après adoptée par de nombreux parlements de différents pays, par de nombreuses villes, par de nombreux conseils municipaux, y compris en France, puisque l'Assemblée nationale française a, le 3 décembre 2019, adopté cette définition. Je peux dire que sur le plan politique, nous pouvons être assez satisfaits de cela. Je pense tout à fait différemment sur le plan judiciaire, mais j'y arrive. Deuxième élément, on voit aussi que le monde politique, les hommes politiques ont également pris conscience de ça. Emmanuel Macron s'est exprimé sans ambiguïté en disant « L'antisionisme est la forme réinventée de l'antisémitisme ». C'est ce qu'il a dit dans son discours du 16 juillet 2017 lors de la commémoration de la rafle du Veldiv. Et puis on a aussi Manuel Valls qui a indiqué « Il y a l'antisémitisme et il y a l'antisionisme, c'est-à-dire tout simplement le synonyme de l'antisémitisme et de la haine d'Israël ». On peut penser que le monde politique, notamment français, a compris ce qu'est l'antisionisme. Cependant, ça n'est pas le cas sur le plan judiciaire. Et il y a certes des condamnations, mais qu'elles sont extrêmement faibles et qu'il n'y a quasiment pas de réparation. Et on s'aperçoit qu'il y a une sorte de dérive critiquable des juges pour tout ce qui touche de près ou de loin à l'antisémitisme et à l'antisionisme. Par exemple, la société pharmaceutique Teva, qui est une société israélienne, la Cour d'appel de Lyon a relaxé Olivia Zemmour. Elle avait dit « Les bénéfices de Teva contribuent au financement de l'armée d'occupation israélienne ». J'ai eu l'occasion d'aller plaider, j'étais obligé d'avoir un service d'ordre pour rentrer dans une juridiction française contre elle, parce qu'il y avait 150 manifestants devant le tribunal assez agressif de son association. Pourtant, la Cour d'appel de Lyon a considéré que c'était du domaine de la liberté d'expression. Premier exemple surprenant d'une décision de justice qui ne veut pas prendre conscience de ce qu'est l'antisionisme. Deuxième exemple, ça a déjà été évoqué, mais tout de même, c'est à reprendre cette association Comité Action Palestine. Le BNVCA, Samy Gozlan, est intervenu auprès du ministre de l'Intérieur de l'État pour que cette association soit dissoute. Le ministre a pris position, vous le savez, un décret du 9 mars 2022 selon lequel, compte tenu de la propagande antisémite terroriste, des propos et des écrits de cette association devait être dissoute. Quelle surprise d'avoir la plus haute juridiction administrative française, c'est-à-dire le Conseil d'État. On a les tribunaux, on a les cours, et on a le Conseil d'État, ou la Cour de cassation, Conseil d'État en droit administratif. Quelle surprise de voir que le Conseil d'État, par décision du 29 avril 2022, a considéré qu'il n'y avait pas lieu de dissoudre cette association. On n'est que dans le cadre d'une suspension de la dissolution, parce qu'on était devant un juge d'urgence, qu'on appelle le juge des référés, mais on a une procédure au fond qui est en cours, on ne sait pas ce qu'elle adviendra, mais quand même, grande surprise, si vous voulez, que le ministre soit déjugé par le Conseil d'État dans une affaire qui,
en tout cas de mon point de vue et de mon analyse de juriste, devait entraîner la dissolution. On ne s'en est pas encore remis. En tout cas, moi, après 38 années d'activité d'avocature, je suis fatigué de cela. L'affaire Halimi, là encore, c'est assez surprenant ce qui s'est passé. Plus de 4 années pour faire admettre la circonstance aggravante de l'antisémitisme. Et puis il y a l'affaire de la famille Pinto qui a été séquestrée parce que juive, parce que nécessairement la maison était belle. Je les ai défendus devant la cour d'assises. Et là encore, plus de 3 années et demie pour que la juge admette la circonstance aggravante de l'antisémitisme. Ça a été un énorme combat. Obligatoirement, nous avons dû aller devant la cour d'appel pour contester la position des juges, alors que c'était flagrant, que l'antisémitisme était flagrant. Donc, même situation entre l'antisémitisme et l'antisionisme. Et le dernier exemple, et je terminerai là-dessus, c'est la lutte contre l'appel au boycott des produits israéliens de l'État d'Israël. Combat de plus de 20 ans, 18 procédures à travers la France entière, que ce soit Perpignan, Mulhouse, Colmar, Alençon, Caen, Bobigny, Versailles, Paris, tout ça au nom du BNVCA pour dénoncer cet élément en considérant que si un groupe entre dans un supermarché, Carrefour par exemple, détruit les produits israéliens en disant ce sont des produits israéliens, harangue la foule en disant n'achetez pas ces produits israéliens car c'est donner de l'argent à Tsahal pour tuer les Palestiniens. Ça c'est une chose, phénomène de violence sur place. Mais en plus, tout ceci est filmé, est envoyé sur les réseaux sociaux, on s'est rendu compte, parce que maintenant tout le monde le sait, mais à l'époque ça n'était pas le cas, on s'est rendu compte qu'en fait, l'antisémitisme sur le territoire national, les actes antisémites se développaient. Par l'action politique, entre guillemets politique, du boycott des produits israéliens, l'antisémitisme se développait. Et c'est là le lien que je voulais faire à votre attention entre l'antisémitisme et l'antisionisme. On est allé à la Cour de cassation, évidemment, mais également au Conseil constitutionnel, parce qu'ils évoquaient des éléments de QPC, je ne rentre pas dans le détail, devant les tribunaux, devant la Cour. Et il y a eu une décision, la Cour d'affaires de Colmar, qui a été après confirmée par la Cour de cassation dans 2 arrêts retentissants qui ont la Cour de cassation, chambre suprême en matière, juridiction suprême en matière pénale, en matière criminelle et correctionnelle, est venue dire l'appel au boycott des produits israéliens, c'est bien un délit de provocation à la haine raciale. Malheureusement, la Cour européenne des droits de l'homme, parce qu'ils sont allés jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, a condamné l'État français en disant « mais pas du tout, vous vous trompez ». La Cour de cassation française se trompe, et cette CEDH, à l'unanimité, c'est-à-dire tous les juges, il n'y en avait même pas un qui pensait autrement, à l'unanimité, on considérait que l'État français s'était trompé dans l'application de ce délit de provocation à la haine raciale et a condamné l'État français. Dupond-Moretti, qui était devenu entre-temps ministre de la Justice, a fait une circulaire conforme à une circulaire précédente qui s'appelait la circulaire Alliot-Marie, poussant les procureurs, malgré tout, malgré cette décision supranationale, poussant les procureurs à poursuivre parce qu'il y a une atteinte à l'ordre public. Et l'affaire revient désormais devant une cour d'appel de Paris en octobre. Voilà. Donc, merci, maître. Heureux de vous dire tout ça et en même temps triste de vous dire tout ça. Merci beaucoup. Je vais tout de suite donner la parole à Dov Zera, qui est, je crois, toujours maître honoraire de requête au Conseil d'État, puisqu'il a été question tout à l'heure du Conseil d'État, mais en votre qualité de président du Consistoire de Paris, c'est-à-dire comme quelqu'un qui a beaucoup réfléchi sur le phénomène de la communauté et des affres et des vicissitudes dont souffrent parfois les Juifs français. Dov Zera. Merci Michel, c'est la Cour des comptes, pas le Conseil d'État. Comment qualifier, oublier le silence médiatique qui a entouré aussi bien l'affaire Ilan Halimi que l'assassinat de Sarah. Ce silence assourdissant a pu être perçu comme un second assassinat de Sarah Halimi, et heureusement qu'il y a eu la parole présidentielle
dont on a parlé tout à l'heure. D'ailleurs, on revit une nouvelle forme de silence médiatique avec les 4 journalistes du service public de France 24. Ce climat d'antisémitisme a été alimenté par des déclarations, des postures, des dérapages récurrents. C'est un point fondamental, essentiel, pour comprendre antisémitisme et antisionisme. C'est la guerre des 6 jours et surtout la récupération en 1967 du mur occidental du Temple qui vont complètement modifier la situation. Jérusalem est entre les mains d'Israël. C'est fondamental. C'est fondamental dans l'imaginaire. À défaut de pouvoir vaincre militairement Israël, une majorité automatique dès 1967, emmenée par les pays arabes et musulmans, l'Union soviétique et tous ses satellites, ainsi que de nombreux pays du tiers-monde, va chercher à diaboliser pour le délégitimer et obtenir la destruction d'Israël. L'ONU et l'UNESCO s'y sont attachés de manière systémique. En 1975, donc 8 ans après, des déclarations anti-israéliennes adoptées lors de la conférence internationale de l'année de la femme au Mexique. L'année internationale de la femme. Dans le même temps, ont été instituées, c'est ça ce qui est important, c'est là le problème, l'aspect systémique, ont été instituées des mesures conduisant à la mise en place d'une infrastructure de propagande anti-Israël dans toute l'Organisation des Nations Unies et tous ses satellites. D'ailleurs, à telle enseigne, le 1er juin 2004, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, n'a pas hésité à déclarer « Le bilan des Nations Unies en matière d'antisémitisme a parfois été en deçà de nos idéaux. La résolution de l'Assemblée générale de 1975 assimilant le sionisme au racisme a été une décision particulièrement malheureuse. Il a fallu attendre 1991, soit 16 ans, pour obtenir l'abrogation de cette résolution. Mais le dispositif installé en 1975 reste totalement intact. Une pléthore de comités des Nations Unies, des résolutions annuelles, des divisions bureaucratiques, des expositions permanentes au siège de New York et de Genève, tous consacrés à une guerre de propagande implacable et virulente contre l'État juif. Il a été démultiplié, bien évidemment, avec les résolutions de l'UNESCO niant le lien du peuple juif avec la terre d'Israël et Jérusalem. Le couloir le plus fréquenté du Palais des Nations, siège européen de l'ONU à Genève, affiche pas moins de 10 panneaux plus grands que nature consacrés à la cause palestinienne. Pour une organisation comme l'ONU, dont l'objectif est de promouvoir la paix, le moins que l'on puisse constater est que ces condamnations systématiques d'Israël ne font qu'accentuer les antagonismes et repousser d'autant la réconciliation. Pour une organisation comme l'UNESCO, dont l'objectif est de promouvoir la paix et la sécurité mondiale par la coopération internationale dans les domaines de l'éducation, des arts, des sciences et de la culture, falsifier, parce qu'il s'agit d'une falsification, l'histoire de Jérusalem, d'Israël et du peuple juif, ne peut contribuer nullement à rapprocher les positions. Saluons l'annonce faite par la Première ministre, Mme Elisabeth Borne, au cours du dernier DICRIF, et la mise en place de mécanismes de lutte contre toute expression révisionniste sur les réseaux sociaux. Mais parallèlement, la communauté juive est confrontée à une situation inédite. Elle a à faire face, pour la première fois, à 4 antisémitismes. Tout d'abord, l'antisémitisme traditionnel, il ne faut pas le sous-estimer, véhiculé depuis des siècles et conforté par la victoire éclair des 6 jours. 67, mais au début des années 70, que se passe-t-il? Il y a essentiellement le film de Marcel Ophuls, sur Chagrin et la pitié. Il y a également le livre de Robert Paxton. Et l'extrême droite ne va avoir de cesse que de vouloir remettre en cause cette présentation historique du régime de Vichy. L'extrême droite va bien évidemment pas apprécier aussi la reconnaissance de la responsabilité de la France par le discours du président de la République, Jacques Chirac, en juillet 1995, conforté par tous ses successeurs, notamment avec le discours d'Emmanuel Macron qui a clairement, comme ça a été déjà dit, assimilé l'antisémitisme à l'antisionisme. 70 ans pour se retrouver à nouveau dans cette situation. Deuxième face de cet antisémitisme,
L'antisémitisme antisioniste remonte avec les premiers attentats terroristes liés au conflit proche-oriental, Copernic et également la rue des Rosiers. Je vais vous donner un petit exemple. Il y avait un livre, il y a toujours un livre qui s'appelle « Voyage en Orient, itinéraire à Paris, de Paris à Jérusalem et de Jérusalem à Paris » de Chateaubriand, publié en 1811 et qui est repris par Lagarde et Michel. Jusqu'en 1967 est repris la présentation par Chateaubriand de Jérusalem, tandis que la nouvelle Jérusalem sort ainsi de son décès, brillante de clarté, jetez les yeux entre la montagne de Sion et le temple, voyez ce petit peuple qui vit séparé du reste des habitants de la cité. Disparaît en 1968, Lagarde et Michard l'a enlevé. Même un texte de Chateaubriand. Vous voyez jusqu'où l'antisémitisme se loge. Troisième facette, l'antisionisme, antisémitisme de l'extrême gauche, des communistes et des Verts, qui dans une forme une défense tous azimuts de la cause palestinienne et dans sa quête du vote arabo-musulman, en arrive à organiser manifestations susceptibles de remettre en cause la sécurité des Juifs qui vivent notamment dans les municipalités communistes. La multiplication des initiatives visant à délégitimer ce que j'appelle les 3D, délégitimer, diaboliser, pour obtenir la destruction d'Israël, a conduit à quitter certaines villes. Et on assiste d'ailleurs à une forme de ghettoisation de la communauté juive. Il y a un point qui me paraît fondamentalement important, c'est que ces associations sont subventionnées par l'État. Ces associations sont subventionnées par les collectivités locales. La seule différence du discours de ces altermondialistes, communistes ou autres, est par rapport à la question juive de Marx. Le juif capitaliste était à l'époque apatride, aujourd'hui, il est sioniste. La quatrième face de cet antisémitisme, on l'a dit, on l'a redit, c'est celui des islamistes radicaux. Quand certains recherchent par tous les moyens la délégitimation d'Israël, on ne peut alors s'étonner que la diabolisation irrationnelle de l'ensemble de l'État et du peuple juif sème le germe de l'antisémitisme. C'est pourquoi le combat contre l'antisémitisme est indissociable de la lutte de toutes les tentatives de remettre en cause l'existence d'Israël. Merci. Merci, Dov Zera. Je vais tout de suite passer la parole à la déléguée du diocèse de Saint-Denis, qui est la porte-parole de l'évêque de Saint-Denis, c'est-à-dire du 93. Il y a beaucoup de choses à dire. Et Daniel Guerrier, merci d'être avec nous. Peut-être, vous qui avez beaucoup travaillé sur le dialogue judéo-chrétien, vous avez organisé des voyages à Auschwitz pour les catholiques, en Israël aussi. Mais peut-être restons sur cette question proprement dit, sur l'antisionisme. Est-ce que c'est quelque chose qui a été vraiment compris, en dépit de tous les progrès de l'Église catholique, du Concile de Vatican II qui était évoqué tout à l'heure par Dov? Est-ce que l'Église catholique, le catholicisme a compris la question de la terre, la question du sionisme, la question d'Israël? Merci Michel. Et moi aussi, je voudrais saluer Samy Gozlan, qui est un ami de longue date, 26 ans. Vous savez qu'il a habité la Seine-Saint-Denis, il a même habité la même ville que la mienne, Blanc-Ménil. Donc nous nous rencontrions souvent. Et au sein du Conseil des communautés juives de la Seine-Saint-Denis, dans les différentes célébrations à Drancy, à la synagogue de Blanc-Ménil. Bref, on a, je pense, une grande amitié l'un pour l'autre. J'ai toujours admiré son courage dans ce travail titanesque de dénonciation des actes antisémites, mais lui comme moi, nous habitions un endroit où nous avons été aux premières loges. Voilà. Pour vous situer en un mot, la Seine-Saint-Denis, 1 655 000 habitants actuellement, 30% de la population a moins de 20 ans, et il y a un peu plus de 700 000 musulmans, c'est-à-dire presque la moitié de la population. C'est la première religion dans le département, et c'est aussi le premier département de France pour le nombre de lieux de culte musulmans. Notre ancien évêque, l'évêque Monseigneur Olivier de Béranger, que vous connaissez puisque c'est lui qui a eu l'honneur de lire la déclaration de repentance à Drancy en 1997,
aimait dire de notre département qu'il était un laboratoire de la société. Et je crois que nous sommes toujours en première ligne, puisque si je reprends le rapport sur l'antisémitisme en France, publié en 2021, pour les années portant de 2016 à 2021, la Seine-Saint-Denis est en deuxième position pour les actes antisémites, après la ville de Paris. Voilà, donc nous avons malheureusement toujours le privilège de ces records. Mais comme il a été dit à plusieurs reprises sur les différents visages de l'antisémitisme, vous imaginez bien que ce n'est pas un antisémitisme d'extrême droite qui est présent et que bien sûr l'antisémitisme est colporté par l'extrême gauche, par ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme, j'ose employer ce mot, et par l'islamisme politique radical, car c'est vraiment cette situation qui a beaucoup évolué en 20 ans. C'est un communautarisme très important, de plus en plus important, et qui maintenant fait figure de normalité. Pour ceux qui ne connaissent pas la Seine-Saint-Denis, je ne suis pas représentative. Pour vous donner juste une idée, je suis dans une résidence privée à Blanc-Ménil, et dans mon escalier, je suis la seule blanche et la seule non musulmane. Voilà, ça vous donne une idée de notre situation au quotidien. Du côté de l'Église catholique, dans ma paroisse, qui est la paroisse de la ville du Bourget, nous sommes à peu près 10 blancs. Tout le reste est africain, antillais, sri-lankais, etc. Donc c'est pour situer un petit peu le paysage. Donc, bien sûr, ces antisémitismes convergent et se nourrissent de la reprise de tous les anciens clichés qui ont déjà été énoncés. Les Juifs et l'argent, bien sûr, les Juifs et le pouvoir, le complot mondial, ça c'est une nouveauté des dernières années, si je puis dire, accélérée avec, bien sûr, la Covid, mais aussi l'omniprésence des réseaux sociaux. Donc ça, c'est un vocable qu'on entend très bien. Hein. Ce sont des discours qui sont, entre guillemets, normaux. Quand vous faites les courses, vous entendez ça. Voilà. Et bien sûr, le développement de la haine d'Israël, comme on l'a dit, ça aussi, c'est un événement qui, sur les 25 ans, c'est un point qui, sur les 25 ans, a pris beaucoup d'ampleur. Donc, je résume, le juif devient objet de haine parce qu'on lui fait endosser tous les maux. Il est clair que dans notre département, nous avons connu l'évolution qui a été décrite des antisémitismes depuis 2002, la période 2002-2012, puis la période 2012-2019. Et si je retiens de cette période 2012-2019 une chose, c'est que, alors qu'auparavant, les attaques étaient contre les biens juifs ou étaient consonants avec les événements en Israël, dans le conflit israélo-palestinien, à partir de 2012 et après, et surtout maintenant, ce sont essentiellement des attaques de personnes. Et ça se situe dans la sphère publique comme dans la sphère privée. Tous les derniers actes, 21, 20, 21, 22, ce sont des actes en direction des personnes. Je retiens mai 2022, qui n'est pas si loin, dans une école à Aubervilliers, des graffitis bien sûr antisémites, et on nommait une jeune fille en disant « Marion, la juive, dégage ». C'est-à-dire qu'il y avait le nom de la jeune fille sur l'école. Je termine pour la Seine-Saint-Denis. Ça va peut-être vous choquer, une attitude très ambiguë des politiques. Là, je vais être politiquement incorrecte. Vous le savez aussi bien que moi, pour des raisons d'ailleurs électoralisme, le summum, ça a été relaté dans le livre « Les territoires conquis de l'islamisme » de Bernard Rouget à Aubervilliers. C'est le summum. Une enquête pour le Nouvel Observateur, le 9 novembre 2021, a démontré que 63% des habitants de Seine-Saint-Denis affirment avoir été victimes de discrimination à cause de leur quartier, de leur religion, de leur couleur de peau. Du coup, il y a une espèce de banalisation de la discrimination, c'est normal. T'es du 9-3, t'es banalisé, alors on met les actes antisémites dans le même paquet et en avant. Et d'ailleurs, certains politiques, que je ne nommerai pas, par exemple le président du conseil départemental
de notre département, donc M. Troussel, qui est du Parti socialiste, a l'art d'amalgamer un peu tout cela, justement, et de dire, en fait, il n'y a pas de spécificité en Seine-Saint-Denis, hein, mais un peu l'art de noyer le poisson, si je puis dire, au milieu de tout ça. On n'est pas passé de l'antisémitisme à l'antisionisme, parce que quelque part, l'antisionisme, il a toujours été là. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Cet anti-sionisme, si je puis dire, a été relayé par bon nombre d'associations de toutes obédiences, et j'ose dire ici, y compris des associations chrétiennes. Le 1er février 2021, le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France recevait le grand rabbin de France, Raïm Corsia, le président du CRIF de ce moment, M. Francis Khalifa, pour une session de travail à l'intérieur du Conseil permanent. Ça vous paraît peut-être rien, mais c'est beaucoup, comme on dit dans les chansons. Parce que le Conseil permanent, c'est vraiment l'instance, le bureau décisionnaire du Conseil de la Conférence des évêques de France, et jamais personne d'autre n'y entre. Et à l'issue de ces travaux, il y a eu cette déclaration commune dont le titre est « Lutter ensemble contre l'antisémitisme et l'antijudaïsme ». Ce sera la pierre de touche de toute fraternité réelle. Dans la droite ligne, donc cette déclaration est dans la droite ligne de tout ce que l'Église a mis en œuvre depuis Nostra Aetate. Je crois que ce n'est pas nécessaire de le rappeler ici, avec ce point, la repentance à Drancy, qui a été le premier travail de notre service et un point de bascule, bien évidemment. Donc, la dénonciation de l'antijudaïsme chrétien, de l'antisémitisme, l'Église a fait tout ce chemin et agit en ce sens. Mais j'allais poser la question que nous posons, nous, tous les délégués diocésains et les gens engagés dans le dialogue, quid de l'antisionisme ? C'est pourquoi les évêques de France exhortent non seulement les catholiques, mais également tous leurs concitoyens à lutter énergiquement contre toute forme d'antisémitisme politique et religieux en eux-mêmes et autour d'eux. Alors, comme on n'ose pas prononcer le mot, vous savez, l'Église est une prudence, d'une sagesse éternelle. On n'a pas voulu mettre le mot. Alors on a mis antisémitisme politique. Mais notre président de la Conférence des évêques de France, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, qui entre parenthèses est d'un courage infini, surtout avec tout ce à quoi il doit faire face en ce moment, voilà dans son texte, il a fait un texte à ce moment-là, il a dit « Nous avons compris que le peuple élu de Dieu n'était pas que le peuple de l'Antiquité, le porte-parole du livre de saint Augustin, mais le peuple juif d'hier et d'aujourd'hui, vivant, répandu à travers les nations, agissant aussi à travers l'État d'Israël. Oh, alors là, tous les délégués présents, on n'en a pas cru nos oreilles. On a dit, voilà que le président de la CEF ose dire le gros mot, l'État d'Israël. Parce que c'est une question pour nous tous qui sommes des responsables, l'ambiguïté du regard chrétien sur la terre d'Israël. Parce qu'il faut le regarder en face. Je vais parler du point de vue théologico-politique. Pourquoi ? Parce que dans l'Église, même actuellement, nous avons encore une mémoire et donc un enseignement qui a été donné par l'Église, qui retentit encore aujourd'hui, malgré le retournement de Nostra Aetate. C'est quand même dans notre tradition, dans notre mémoire, quelque part. Quand Théodore Herzl, en 1904, est allé rencontrer le pape Pie X pour lui expliquer le projet, voilà ce qu'il a répondu, Pie X, à Herzl. Nous ne pouvons, non possumus, nous ne pouvons pas soutenir ce mouvement. Nous ne pourrons pas empêcher les Juifs d'aller à Jérusalem, mais nous ne pouvons en aucun cas soutenir cela. Même si elle n'a pas été toujours sainte, la terre de Jérusalem a été sanctifiée par la vie de Jésus-Christ. En tant que chef de l'Église, je ne peux vous dire autre chose. Les Juifs n'ont pas reconnu notre Seigneur, c'est pourquoi nous ne pouvons pas reconnaître le peuple juif. C'est-à-dire qu'en fait, Pie X, alors je vais aller très vite, Pie X était dans la théologie de la substitution. Vous savez ce qu'on appelle la théologie de la substitution. J'ai été prof de maths, donc substitué, vous voyez, j'étais prof de maths 38 ans. On remplace par. Eh bien, c'est exactement ça. Théologie de la substitution, c'est l'Église remplace Israël.
Voilà. Donc Israël n'a plus lieu d'être et caduque. Là, on est en 1904. Bon, je ne vous rappelle pas l'histoire. 1916, 1917, Balfour, l'institution du foyer juif, du foyer national juif. Donc là, c'est une réalité. Et les accords de San Remo et du traité de Sèvres. Donc là, l'Église est devant le fait accompli quand même. Ce foyer existe et a une légitimité. Alors, les papes qui vont suivre, c'est-à-dire Benoît XV et Pie XI, eux, ils vont réagir plus en diplomate et en politique, parce qu'ils vont avoir beaucoup de soucis par rapport aux lieux saints, par rapport aux congrégations, puisque vous savez, toutes les congrégations catholiques elles ont un siège à Rome, mais elles ont un siège à Jérusalem, hein, il y a de la concurrence. Donc, si vous voulez, les papes suivants vont, eux, focaliser sur l'accès aux lieux saints, les lieux saints. Et alors, j'aime autant vous dire qu'à un moment, il y en a un qui dit, de toute façon, c'est un lieu de crétinté et rien d'autre. Hein, on veut pas... Bon, voilà. Mais voilà, ça va être comme ça. Donc, jusqu'à la 1948, et après 1948, alors... même 48-49, Pie XII, puisque c'était lui, va émettre des encycliques où il continue à focaliser sur le statut de Jérusalem, l'accès aux lieux saints. Il y a le Concile Vatican II, vous savez ça. Alors, on a ce fameux texte, Nostra Aetate, au numéro 4, bon, qui a une vraie saga. Vous savez que la rédaction de ce texte a parcouru les 4 sessions du Concile et a failli capoter à plusieurs reprises. Et donc, entre les deux, il a fallu que le cardinal Béat, qui était chargé de sa rédaction, à 80 ans, prenne son bâton de pèlerin, aille rencontrer les évêques du Moyen-Orient, qui faisaient une obstruction permanente. Car pour eux, ce texte, qui était de nature théologique, pour eux, il était de nature politique, et ils voyaient l'Église catholique en train de reconnaître l'État d'Israël. Donc, la saga du Concile Vatican II, il y a bien sûr une raison théologique, parce que les vieux cardinaux ne voulaient pas trop changer la théologie, mais surtout, les églises orientales ont fait une obstruction terrible. Dans Nostra Aetate, il manque 3 mots. Il manque le mot déicide, mais le sujet est quand même traité. Il manque le mot Shoah, mais le sujet est quand même traité. Il manque un mot, la terre. Alors, je fais très vite. Dans tout ce qui va suivre, vous savez qu'il va y avoir un certain nombre de textes. Les textes vont essayer de combler les manques de Nostra Aetate. Le texte de référence, on va faire cocorico, c'est le comité épiscopal français en 1973. Alors ce comité épiscopal n'est pas un texte romain, donc il n'a pas valeur magistérielle pour l'Église catholique. Mais quand même, ça reste un texte de référence car c'est le seul texte qui va aborder la question du retour à la terre. Par contre, dans tous les autres textes, je vous passe les détails, on ne parlera pas de la terre. Oh, un petit peu, mais on parlera de l'État d'Israël, mais bon, presque rien. 1993, c'est l'accord fondamental, vous savez, entre le Saint-Siège et l'État d'Israël. Donc ça, c'est le tournant, car le Saint-Siège reconnaît l'existence de l'État d'Israël. Donc à partir de là, bien sûr, les choses vont changer. Bien sûr, il y aura les voyages des papes, il y aura la personnalité de Jean-Paul II, hein, qui sera déterminante. Vous connaissez tous ce texte, ces images de Jean-Paul II à Jérusalem. Je voudrais dire un mot du texte de 2015 et après je m'arrête. C'est notre texte de référence. C'est un texte pour le 50e anniversaire de Nostra Aetate. C'est un texte de référence qui n'est pas magistériel, mais qui, pour nous, récapitule les acquis et ouvre en fait des portes pour travailler à l'avenir. Ce texte est d'une richesse infinie, pas un mot sur la terre. Alors, le rabbin David Rosen, que vous devez connaître, qui est un grand professionnel du dialogue interreligieux, pour vous faire rire, on l'appelle le beau gosse, nous. Voilà ce qu'il... Oui, parce que, attention. Voilà ce qu'il a dit dans son discours de réception. Vous allez voir, il est très, très bien. Peut-être puis-je alors me permettre, dans l'esprit de notre respect et de notre amitié mutuelle, de souligner que, pour respecter pleinement la compréhension de la foi juive, il est également nécessaire d'apprécier la place centrale que représente la terre Israël dans la vie religieuse historique et contemporaine du peuple juif.
Et cela semble manquer. Vous voyez, il a dit ça avec beaucoup. Je termine. Alors, cet équilibre, il est toujours fragile, vous voyez, entre théologie et politique. Et forcément, ça a des retentissements directs dans l'analyse de la situation actuelle en Europe. Nous avons beaucoup de mal à faire dire antisionisme. À cause du poids des églises orientales, vous avez compris, à cause de la question des lieux saints des congrégations sur la terre d'Israël, des relations avec les musulmans, ça je suis obligée de le dire, ad intra, c'est-à-dire, et nous sommes aux premières loges en Seine-Saint-Denis, ad extra, parce que l'Église catholique, vous savez, a beaucoup d'implantations dans les pays musulmans ou dans les pays arabes au niveau de l'éducation, des congrégations, etc., à cause de la tension entre Israël et Palestine, induit par les choix de l'Église, car je ne vous l'ai pas dit, mais vous savez qu'en 2000, le Saint-Siège a reconnu l'OLP et en 2015 a reconnu l'État palestinien. Des tensions idéologiques à l'intérieur de l'Église à cause des mouvements, je vous ai dit, pro-palestiniens. Bon, les ouvertures, je passe. Je pense que la question doit d'abord être théologique, car si on a pu dénoncer l'antisémitisme et l'antijudaïsme sans problème, c'est parce qu'on l'a fondé théologiquement, cette dénonciation. Et tant qu'on n'aura pas fait une théologie de la terre, on n'avancera pas sur cette question. Merci, Daniel Guerrier. J'ai dit la moitié de ce que je voulais dire. Je répondrai aux questions. Merci beaucoup. On a énormément de choses cet après-midi à faire encore. Emmanuel, pendant la pause, d'ailleurs, si vous restez ici, il y aura un petit film édifiant. Je fais allusion à une question de M. Fiorentino qui parle de l'affaire de Georges Bensoussan, l'historien, et du mémorial de la Shoah. On ne pourra pas faire le débat cet après-midi, mais enfin, je signale que vous avez posé cette question. J'imagine que tout le monde a une opinion sur cette table, mais c'est vraiment pas le lieu aujourd'hui, et pardonnez-moi. Non, on va pas faire. Parle pas de cette affaire aujourd'hui. C'est pas exactement la même affaire. Vous comprenez ? Ce sont des questions sur ce qui a été dit cet après-midi sur l'antisionisme, l'antisémitisme. C'est ça que j'essaie de vous dire. Ne vous méprenez pas. Nous sommes des soutiens de Georges Bensoussan de la première heure. Sur ce que fait aujourd'hui le Centre Simon Wiesenthal, mais en une minute, Shimon, les actions pratiques, peut-être pour répondre à un certain nombre de questions que j'ai ici sous les yeux. Le Centre Simon Wiesenthal en Europe a une approche unique à ce travail. Exemple. En 2022, nous avons traité 127 cases. Et les résultats ont été que parmi les 127, 37 réussite. Et dans une situation comme ça, nous, pour un exemple, tu as commencé avec ça, nous avons entré dans cette affaire de France 24 et les 4 journalistes femmes arabes antisémites. Et nous avons avec un can you say English? Okay, thank you. So, for example, this way of sort of looking at the work done in the past year it's a different way to see things. So, for example, if 37 out of 127 cases were made, then in that case it means that it's a best practice. And so we are trying to get other organizations to do the same thing in order to see where
money is low, where we have to work carefully, but also to, so for example, in that case of the France 24, I telephoned one friend who works in France 24, and he sent an email that I sent to him, and within a few hours, the Lebanese woman who was the worst was thrown out, right? The other three are still under examination. So this is, I just want you to see that there is a different way, a different approach possible. And if anybody's interested, I can send them the list of the 37 cases that were finally born. Thank you. Thank you, merci. Je voulais vous remercier, bien sûr, infiniment d'avoir passé cette table ronde des 20 ans du BNVCA, le combat qui continue. Merci d'être là, d'avoir bravé toutes les manifestations aujourd'hui à Paris. On va, si vous le voulez bien, marquer une petite pause. On va un peu se détendre et avec un film qui va être diffusé par Emmanuel Abramovitch. Et ensuite, nous entamerons le deuxième débat très attendu, la table ronde, qui sera animé par Franck Serfati avec les avocats Muriel Waknin-Oudibloc, le procureur de la République Éric Neveu et l'avocat Julien Ben Simon.